Alors, me voilà debout dans ma gigantesque cuisine, tenant une tranche de pain grillé qui ressemblait à un survivant d'un incendie. La fumée s'élevait jusqu'au plafond, et l'alarme incendie hurlait comme une folle. Moi, je restais figée, non pas parce que j'étais sous le choc, mais parce que j'en avais juste assez. À quel point est-il difficile de faire du pain grillé? Mais non, j'avais réussi à rater même ça. Alors que je me tenais là, seule dans ma cuisine vide, dans cette immense maison qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer, ça m'a frappée. Je me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais vraiment cuisiné quelque chose. Édouard s'occupait toujours de la cuisine. Il fredonnait du Sinatra, lançait des épices en l'air comme un chef à la télé, et le dîner apparaissait comme par magie. Mais Édouard est parti depuis 5 ans maintenant, et moi, eh bien, je vis de plats à emporter et de repas surgelés. Le truc, c'est que je n'avais pas vraiment remarqué à quel point c'était devenu mauvais avant ma retraite l'année dernière. Quand je travaillais encore au cabinet d'avocat, j'étais trop occupée pour m'en soucier. Mais maintenant, il n'y a plus que moi et le silence. Et laissez-moi vous dire que le silence devient assourdissant avec le temps. C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais besoin d'aide, pas seulement pour la cuisine, même si clairement, je pouvais en bénéficier, mais pour la vie en général. Alors que cette pensée me traversait l'esprit, la sonnette retentit. Je n'attendais personne. Je me suis avancée en essuyant mes mains sur un torchon. Quand j'ai ouvert la porte, ma mâchoire a failli toucher le sol. Devant moi se tenait toute une équipe de pompiers en uniforme. Je peux vous aider ?» ai-je demandé, les fixant comme s'ils venaient d'une autre planète. Le type, grand et large d'épaules, avec un sourire bienveillant, a pris la parole. « Madame, quelqu'un dans le quartier a signalé de la fumée. Nous étions dans le coin, alors nous sommes venus vérifier. » « Ah oui, le pain grillait ?» ai-je laissé échapper en riant, gênée. « Oh non, non, il n'y a pas d'incendie, c'est juste moi et mes talents catastrophiques en cuisine. Honnêtement, je pourrais même réussir à brûler de l'eau si j'essayais assez fort. » Le pompier a esquissé un sourire amusé. « Eh bien, c'est rassurant, mais vous êtes sûr que tout va bien? » « Oui, tout va bien. C'est juste que je n'ai jamais vraiment cuisiné. Mon mari s'occupait de tout ça, mais maintenant il n'est plus là et je suis toute seule. Avant, je travaillais dans un grand cabinet, avec des journées interminables, pas le temps d'apprendre à cuisiner. Et maintenant, j'ai tout le temps du monde et aucune idée de ce que je fais. » Les mots m'avaient échappé sans que je m'en rende compte. Pourtant, au lieu de m'ignorer ou de bâcler la conversation, il m'a réellement écouté. Il est resté là, sur mon porche, casque sous le bras, hochant la tête comme si ça comptait vraiment. Ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un, un être humain en chair et en os, pas un livreur, pas une caissière, pas ma fille à travers un écran, juste une personne là devant moi qui écoutait. « Écoutez, » m'a-t-il dit après un instant, « si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez le numéro de la caserne. N'hésitez pas à appeler, même si c'est juste pour un pain grillé brûlé. » J'ai ri, un vrai rire cette fois. Je les ai remerciés alors qu'ils retournaient à leur camion. Une fois la porte refermée, je suis restée appuyée contre elle un moment, fixant le bois comme s'il allait s'ouvrir à nouveau. La maison était si calme, si immobile, ce genre de silence qui pèse sur la poitrine. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas obligée de vivre comme ça. J'avais passé des années seule dans cette immense maison, mais j'avais les moyens de m'offrir de l'aide. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Ce n'est pas faute d'avoir essayé de combler la solitude. Ma fille Scarlett me l'a dit des centaines de fois. « Maman, pourquoi tu ne déménages pas à San Francisco? Ou alors, laisse-moi venir vivre avec toi quelque temps. » Mais le travail de Scarlett la cloue là-bas. Elle a des horaires de dingue et partage un petit appartement avec son copain. Ce n'est pas pratique. Elle me le répète chaque fois que j'aborde le sujet, avec cette pointe de culpabilité dans la voix. C'est une fille formidable. Elle m'appelle presque tous les jours, me demande si je mange bien, si je fais de l'exercice. Mais aussi souvent qu'on parle, ça ne remplit pas le vide de cette maison. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais pas besoin que Scarlett bouleverse sa vie. Je n'avais pas besoin de déménager à San Francisco. Ce qu'il me fallait, c'était quelqu'un ici, dans cette maison, quelqu'un pour gérer le quotidien que j'étais incapable de maîtriser, quelqu'un pour cuisiner un vrai repas et peut-être juste, peut-être, quelqu'un avec qui partager un café et une conversation de temps en temps. J'ai pris une décision sur le champ, j'allais engager un majordome, un cuisinier, ou peu importe, juste quelqu'un. Quelqu'un qui rendrait cette maison moins glaciale, qui la ferait ressembler à un foyer à nouveau. Dès que cette pensée s'est installée dans mon esprit, je suis passée à l'action. J'ai attrapé mon ordinateur portable, me suis installée au comptoir de la cuisine et posté une annonce sur Craigslist. Rien de compliqué, j'avais besoin de quelqu'un pour cuisiner et faire quelques tâches ménagères, idéalement quelqu'un qui accepterait de vivre sur place. Satisfaite, j'ai refermé l'ordinateur et me suis dirigée vers la bibliothèque,
l'une de mes pièces préférées de la maison, avec ses murs couverts de livres que j'ai accumulés au fil des ans. J'ai attrapé un roman de Raymond Chandler et me suis installée dans le grand fauteuil en cuir, prête à me plonger dans son univers. Mais à peine avais-je lu quelques pages que mon téléphone s'est mis à vibrer. J'ai d'abord cru que c'était Scarlett qui m'appelait, mais non, c'était une avalanche de notifications, des messages, des réponses à mon annonce. Je n'en revenais pas. En à peine 1 heure, j'avais déjà plusieurs candidats enthousiastes. C'était un peu accablant, mais aussi réconfortant de voir que tant de gens étaient intéressés. J'ai parcouru les messages, noté les expériences des candidats, puis j'ai fixé des rendez-vous d'entretien. Le premier s'est présenté moins d'1 heure plus tard. Quand j'ai ouvert la porte, une femme d'âge moyen se tenait là, vêtue d'un pantalon élégant et d'un chemisier impeccable. Elle s'est présentée sous le nom de Monica. Elle avait toutes les compétences requises, mais quelque chose chez elle m'a immédiatement déplu. Alors, essayant de rester naturelle, j'ai demandé « Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler pour ce poste ?» Elle jeta un coup d'œil rapide autour de l'entrée, à peine posant les yeux sur moi. J'ai travaillé pour plusieurs familles à Beverly Hills. Elles ont toujours trouvé mon travail impeccable. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent ici. J'ai hoché la tête, essayant de poursuivre la conversation. C'est très bien. Et comment gérez-vous le fait de travailler dans une maison où quelqu'un, disons, s'adapte encore à avoir de l'aide? Elle afficha un sourire crispé qui ne toucha pas vraiment ses yeux. J'attends des instructions claires. Je ne suis pas télépathe et je ne tolère pas le micromanagement. D'accord, je forçai un sourire poli. La conversation continua, mais chaque question que je posais recevait une réponse brève, presque sèche. À la fin, je compris que nous n'étions pas compatibles. « Eh bien, Monica, » dis-je en me levant pour signaler la fin de l'entretien, « merci d'être venue. Je vous contacterai bientôt. » Elle hocha la tête, clairement peu impressionnée, et partit sans grand cérémonial. Pas vraiment un bon début. Le candidat suivant arriva pile à l'heure. Lorsque j'ouvris la porte, je découvris un homme mexicain, peut-être au début de la soixantaine, avec un sourire chaleureux qui ne cachait pas complètement une légère nervosité. Il s'appelait Javier et, au premier abord, il semblait agréable. Il me raconta qu'il avait travaillé dans plusieurs maisons comme cuisinier et homme à tout faire. Mais au fil de la conversation, quelque chose me parut étrange. « Alors, Javier, demandai-je en me penchant légèrement en avant, quel est votre plat préféré à cuisiner ?» Il se gratta le menton. « Oh, je sais faire beaucoup de choses, Sonora, mais surtout tout. Je cuisine ce qui... » Ce n'était pas tant les mots que la façon dont il les prononça, comme s'il jouait un rôle. Et quand je le questionnai davantage sur ses expériences passées, ses réponses devinrent vagues, presque récitées. Il y avait une certaine atmosphère chez lui, comme s'il me cachait quelque chose. À la fin de l'entretien, je sus que je ne pouvais pas l'embaucher non plus. « Merci d'être venu, Javier. Je vous tiendrai au courant de ma décision. » Il hocha la tête, me fit un signe de la main et sortit. Une fois la porte refermée derrière lui, j'expirai profondément. 2 entretiens, et je commençais déjà à remettre en question toute cette idée. Après avoir vu le 20e candidat, j'étais complètement épuisée. Chaque personne qui franchissait cette porte semblait soit manquer de compétences, soit de personnalité, soit de ce sentiment instinctif que je recherchais. Certains étaient polis mais rigides, d'autres trop bavards, et quelques-uns me faisaient carrément me demander pourquoi ils pensaient être qualifiés pour ce poste. Il ne s'agissait pas seulement de trouver quelqu'un pour cuisiner ou faire le ménage, mais de trouver quelqu'un en qui j'aurais confiance, quelqu'un qui ne me ferait pas sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Et apparemment, c'était trop demandé. Je suis quelqu'un de prudent quand il s'agit de laisser les gens entrer dans ma vie. Peut-être est-ce à cause de mes années passées dans le droit, à voir ce dont les gens sont capables, ou peut-être est-ce simplement ma nature. Dans tous les cas, faire confiance à quelqu'un pour mon foyer et mon quotidien me semblait impossible. Quand le soleil se coucha, je décidai d'en rester là pour la journée. Je m'en occuperai demain, me dis-je en refermant mon ordinateur portable avant de monter dans ma chambre. Mais une fois allongé dans mon lit, les frustrations laissèrent place au doute. Peut-être que c'était une idée stupide. Peut-être que je n'avais besoin de personne dans mon espace, perturbant mes habitudes. Peut-être que j'étais mieux seule. Puis la solitude s'infiltra, d'abord doucement, puis d'un coup, comme une vague envahissante qui s'étendait dans chaque recoin de mon esprit. Je pensais à Édouard, aux nuits que nous avions passées dans ce lit à chuchoter, rire et rêver ensemble, à la façon dont son bras passait autour de moi, sa chaleur dissipant tout le reste. Maintenant, le lit me paraissait froid, trop grand, trop vide. Je pris une profonde inspiration avant de la relâcher lentement, sentant mon cœur se serrer sous une douleur familière. C'est donc ça? Mais en suis-je vraiment là, dans l'obscurité? C'est tout ce qu'il me reste? Ça me semblait trop soudain,
comme si j'avais cligné des yeux et que je m'étais retrouvée ici, seule dans une maison qui autrefois débordait de vie. Je soupirais, me tournais sur le côté et serrais un oreiller contre moi. Mais la nuit s'éternisait, mon esprit ne cessait de tourner en boucle. Je glissais une main sous les couvertures. Cela faisait longtemps que je n'avais ressenti autre chose que la tristesse et la solitude, et je réalisais à quel point cela m'avait manqué. Je pensais à Édouard, à ses mains sur moi, à la façon dont il me connaissait si bien. Ma respiration se fit plus courte, portée par ces souvenirs qui me réchauffaient un instant. Mais même là, je savais que ce n'était qu'une échappatoire temporaire. Le vide était toujours là, attendant que je l'affronte à nouveau. Mais pour l'instant, il y avait le silence de la nuit, le souvenir d'Édouard et l'espoir que peut-être, juste peut-être, demain serait le jour où tout changerait. Le lendemain matin, je décidai d'éclaircir mon esprit en m'occupant du jardin. Il y a quelque chose de thérapeutique à mettre les mains dans la terre, arracher les mauvaises herbes, tailler les haies. Mais même en travaillant, mon esprit continuait à vagabonder, repassant en boucle mes doutes et cette solitude qui m'avait envahi la veille. C'est alors que je le vis. Il marchait dans la rue, ses larges épaules et sa silhouette élancée reconnaissables même sous ses vêtements usés. Ses cheveux en bataille, mais étrangement élégants, retombaient juste bien sur son front, et ses yeux verts semblaient cacher une profondeur silencieuse. Il y avait quelque chose en lui, une aura de mystère. Peut-être qu'il n'avait pas l'air d'appartenir à cet endroit, et pourtant il s'y fondait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Avant même d'en prendre conscience, j'avançai vers lui, le regard fixé, la bouche légèrement entr'ouverte. « Excusez-moi, dis-je. Attention. » Sa voix me ramena brusquement à la réalité. Je clignai des yeux, réalisant que j'avais failli trébucher hors du trottoir. Mes joues devinrent rouges en remarquant qu'il tenait mon bras pour me stabiliser. Il avait un accent charmant, doux, chaleureux et inconnu. « Oh, je suis désolée » m'exclamai-je, troublée. Je ne faisais pas attention, je regardais cet arbre. C'était un petit mensonge, car il était hors de question d'admettre que sa seule présence m'avait complètement déstabilisée. Il sourit et le monde sembla légèrement basculer. « Aucun problème, dit-il, je suis juste content que vous ne soyez pas tombée. » Je me ressaisis et me présentai, je m'appelle Camilla, au fait. « Hakan, répondit-il. Son nom flotta un instant dans l'air comme une mélodie. « Hakan, répétai-je, savourant les syllabes sur ma langue. C'est un nom peu commun. » Il hocha la tête, un sourire flottant encore sur ses lèvres. « Je viens de Turquie. Je suis venu ici pour étudier la bioingénierie à Caltech. »« La Turquie ?» demandai-je, surprise. « C'est loin d'ici. » Il acquiesça de nouveau, son expression s'adoucissant. « Oui, c'est un grand changement. » Je ne pus m'empêcher de remarquer les fines rides d'inquiétude sur son visage. « Vous avez l'air un peu déboussolé, » dis-je en essayant de paraître décontracté. Hakan laissa échapper un petit rire en se frottant la nuque. « Ce n'est rien, je suis en Amérique depuis seulement un mois et j'essaie encore de m'adapter. En ce moment, je loge chez un ami dans son sous-sol. En fait, c'est temporaire. » Il haussait les épaules, laissant sa phrase en suspens. Quelque chose dans son honnêteté et dans sa façon d'être m'attira. Avant même d'y réfléchir, les mots sortirent de ma bouche. « Vous voulez entrer boire quelque chose ?» Il parut surpris, mais hocha la tête avec politesse. « Ce serait agréable, merci. » Hakan me suivit dans la maison, ses mouvements légèrement hésitants, comme s'il ne savait pas trop où poser les pieds. Il resta debout dans le couloir, se balançant subtilement d'un pied sur l'autre, ses mains frôlant les côtés de son jean usé. Son air réservé me fit sourire. « Ne soyez pas timide, » dis-je d'un ton enjoué en refermant la porte derrière nous. « Je ne mords pas. » Il rit doucement, son regard parcourant la pièce comme s'il essayait de comprendre où il était censé aller. « Allez, installez-vous confortablement, » dis-je en désignant le salon. Il hocha la tête, sa politesse transparaissant dans la manière dont il s'assit sur le canapé, le dos bien droit, comme s'il ne voulait pas trop s'enfoncer dans les coussins. Je me dirigeai rapidement vers la cuisine pour préparer 2 tasses de café. À mon retour, je lui tendis une tasse et pris place en face de lui. « Merci, madame, » dit-il sincèrement. « Camilla, » le corrigeai-je avec un sourire. « Pas besoin de m'appeler madame, ça me donne l'impression d'être une vieille dame. » Il rit, se détendant un peu, et prit une gorgée de café. « Alors, » dis-je en posant ma tasse sur la table, « vous êtes nouveau dans le pays et vous essayez de trouver vos repères, c'est ça ?» Il hocha la tête. « Oui, c'est un vrai défi. Tout est tellement différent ici. Je suis reconnaissant que mon ami me laisse loger dans son sous-sol, mais ce n'est pas l'idéal. » Je sentis le poids silencieux de ses paroles, puis, presque impulsivement, je laissai échapper, c'est comme si on avait besoin l'un de l'autre.
Il me regarda surpris, son front légèrement plissé. « Que voulez-vous dire ?» Je me penchai en avant, posant mes coudes sur mes genoux. « Je veux dire que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ici, quelqu'un qui sache cuisiner, gérer quelques tâches et me tenir compagnie. Et vous, vous cherchez un endroit où loger ? Non. Alors pourquoi ne pas rester ici ? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et il s'appuya contre le dossier du canapé, visiblement en train d'analyser ce que je venais de dire. « Vous êtes sérieuse ? Demanda-t-il, incrédule. « Très sérieuse, répondis-je sans hésitation. Vous vivriez ici, vous m'aideriez et je vous paierais même. C'est gagnant-gagnant. Un instant, il me fixa, ses yeux verts scrutant les miens, puis lentement, un sourire commença à poindre sur son visage. « Non, non, s'il vous plaît, dit-il en secouant la tête rapidement. Vous n'avez pas besoin de me payer un centime. Je serais ravi de vous aider, madame. Enfin, Camilla, dis-je en souriant, touché par la sincérité de sa réponse. Je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, une excitation sincère. Et en plus, ajouta-t-il avec enthousiasme, je sais cuisiner. Mon père est chef en Turquie, il m'a tout appris. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Un jeune homme intelligent, poli et charmant qui savait cuisiner et qui pourrait ramener un peu de vie dans cette grande maison vide. C'était un rêve devenu réalité. Eh bien, déclarai-je fermement, je vais quand même vous payer, que ça vous plaise ou non. Il rit, manifestement reconnaissant mais légèrement réticent, comme s'il n'avait pas l'habitude qu'on lui montre autant de gentillesse. Je vous promets que là, vous n'avez pas besoin. N'hésitez pas à aller chercher vos affaires. Le coupai-je avec un sourire. Environ 1 heure plus tard, il revint avec une valise à la main, ressemblant à un personnage tout droit sorti d'un film. Son appréciation était si sincère, si touchante, que je me sentis presque coupable de ne lui offrir que si peu en retour. « Merci encore, Camilla », dit-il d'une voix remplie de gratitude. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. « Ce n'est rien », répondis-je en souriant, tout en lui montrant la chambre que j'avais préparée pour lui. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil commençait à disparaître derrière l'horizon, je me sentais inhabituellement affamée, une sensation à laquelle je n'étais pas habituée. Puis je me souvins qu'Hakan était là et qu'il savait cuisiner. Lorsque je le vis sortir de sa chambre, il était impossible de ne pas remarquer à quel point il était séduisant. Il portait un short et un t-shirt moulant qui épousaient parfaitement ses muscles sculptés, ses cheveux encore humides après la douche, et la subtile fragrance de son après-rasage et de son parfum, avec quelque chose d'enivrant. Je ne pus m'empêcher de le fixer un instant avant de me ressaisir. « Camilla, dit-il avec un sourire taquin, tu recommences. Tu sembles distraite. » Je détournai rapidement le regard. « Oh, oui, je réfléchissais simplement à ce que nous pourrions manger ce soir. » Comment aurais-je pu lui dire que mes pensées étaient bien loin de la nourriture ? « Ne t'inquiète pas pour ça, » répondit-il en souriant. « Laisse-moi voir ce qu'on a dans la cuisine. » Je l'observai se diriger vers la cuisine, me sentant étrangement à l'aise en sa présence. Je ne pouvais le nier. Cet homme avait une manière de rendre les choses naturelles. Un peu plus tard, il apporta une assiette sur la table. L'odeur était alléchante, comme rien de ce que j'avais pu goûter auparavant. C'était un plat turc simple mais délicieux. Des œufs brouillés avec des tomates, des poivrons et des épices. Chaque bouchée était un délice, plus savoureuse que la précédente. Alors que nous mangions, je ne pus m'empêcher de le taquiner un peu. Tu sais, Hakan, pour quelqu'un qui vient d'arriver dans le pays, tu as un don pour mettre une femme à l'aise. Il haussait un sourcil avec un sourire en coin. Je fais de mon mieux, répondit-il d'un ton léger. Un peu plus joueur que d'habitude, je me penchai légèrement vers lui, baissant la voix. Eh bien, si ce repas est un aperçu de ce qui m'attend, je crois que tu sauras parfaitement me nourrir dans bien des domaines. Hakan éclata de rire, un sourire espiègle au coin des lèvres. Fais attention, Camilla, tu pourrais bien me tenter de rester ici pour toujours. Je lui lançai un clin d'œil, appréciant le tournant que prenait la conversation. C'était agréable d'avoir quelqu'un auprès de moi, quelqu'un qui rendait la solitude moins pesante. Après le dîner, nous nous installâmes dans le salon pour regarder Netflix. L'atmosphère était détendue, naturelle, sans rien de forcé. C'était réconfortant, presque comme si nous faisions cela depuis toujours. Nous avons discuté par moments, mais à mesure que la soirée avançait, je voyais qu'Hakan commençait à fatiguer. « Je crois que je vais aller me coucher », dit-il en s'étirant, levant les bras au-dessus de sa tête. « Bien sûr », répondis-je, ne voulant pas le retenir. « Bonne nuit, Hakan. » Il me sourit avant de disparaître dans sa chambre. Et juste comme ça, je me retrouvai de nouveau seul. Le silence me sembla plus lourd cette fois-ci. Je pouvais encore sentir la chaleur de sa présence dans la maison,
une sensation presque tangible. Assise sur le canapé, je tentais de me concentrer sur l'écran de la télévision, mais mes pensées revenaient sans cesse à lui, à sa manière de bouger, à sa voix, à cette subtile odeur de Cologne qui flottait encore dans l'air. C'était étrange d'être autant troublé par quelqu'un, surtout par quelqu'un d'aussi jeune. 5 ans. 5 ans depuis Édouard. 5 ans de solitude. 5 années passées dans un lit froid et vide. Et maintenant, il y avait Hakan. D'une manière ou d'une autre, il comblait ce vide, réveillant en moi des sensations que je ne m'étais pas autorisée à ressentir depuis si longtemps. Cette nuit-là, j'essayais de dormir, mais je me tournais et retournais, incapable de trouver le sommeil. Je n'arrivais pas à échapper à ce désir brûlant. Le lendemain matin, un léger coup frappé à ma porte me réveilla. J'ouvris et trouvai Hakan debout devant moi, un sourire chaleureux aux lèvres, tenant un plateau garni d'un petit déjeuner frais. « Bonjour, Camilla, dit-il. Je t'ai préparé le petit déjeuner. » Je pris le plateau, ému par la vue des œufs brouillés, du pain grillé et du jus frais. C'était un geste si doux, si familier, que mes yeux s'embuèrent malgré moi. Cela me rappelait Édouard. Une larme coula sur ma joue avant que je ne puisse l'en empêcher. Hakan fronça les sourcils. « Pourquoi tu pleures ?» Je m'essuyai le visage rapidement, tentant de me ressaisir. « C'est juste. Mon mari avait l'habitude de faire ça pour moi, » murmurai-je, la voix tremblante. Son regard s'adoucit et, sans un mot, il essuya ma larme du bout des doigts. « Je suis désolée, Camilla. Je ne voulais pas te rendre triste. »« Non, » soufflai-je en secouant la tête. « C'est juste que tu me rappelles tellement lui. » Il m'attira doucement dans ses bras et, pendant un instant, tout semblait aller mieux. Sa chaleur, sa présence stable, tout en lui était apaisant. Plus tard dans la journée, Hakan partit à l'université. Il revint environ 4 heures plus tard, mais en son absence, la maison m'avait semblé à nouveau vide. Quand il revint, quelque chose en moi se brisa. Je ne pouvais plus retenir ce que je ressentais avant même qu'il ne dise un mot. Je m'approchai de lui et l'enlaçai fermement. Il sembla surpris, mais il ne me repoussa pas. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » avouai-je, la voix tremblante. « Tu me rappelles tellement Édouard. Je me sens si seule sans lui. Je veux que tu combles ce vide, celui qu'il a laissé. » Hakan se ridait légèrement, ne sachant pas trop quoi répondre. « Camilla, tu n'as pas à te sentir seule. Je suis là. Je serai toujours là pour toi. » Mais ces mots ne suffisaient pas. Il ne comprenait pas, il ne pouvait pas comprendre. « Non, » murmurai-je en me reculant légèrement pour croiser son regard. « Tu ne comprends pas. Je ne veux pas juste quelqu'un qui soit là. J'ai besoin que tu... » Ma voix s'étrangla, réalisant à quel point mes paroles pouvaient sembler insensées. Comment pouvais-je lui demander une telle chose? Maladroitement, je tentai de détourner la conversation. « Je suis désolée, » dis-je en riant nerveusement. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Mais il me surprit d'un geste fluide. Il se pencha et ses lèvres effleurèrent les miennes, hésitantes, comme s'il testait ma réaction. Pendant une fraction de seconde, je restai figée, puis une étincelle s'enflamma en moi, brûlante et irrépressible. Mes mains, presque instinctivement, se refermèrent sur lui, l'attirant plus près, avide de ressentir sa chaleur, l'énergie qu'il venait de réveiller en moi. Lorsque nous nous séparâmes enfin, le souffle court, je plongeai mon regard dans le sien et à cet instant fugace, je vis la même chose dans ses yeux. Le désir, l'envie, une connexion indéniable qui nous attirait l'un vers l'autre avec une force irrésistible. Alors je l'embrassai à nouveau, cette fois sans hésitation, mes lèvres pressées contre les siennes. Je voulais goûter à chaque année de solitude, chaque envie refoulée que j'avais dissimulée pendant si longtemps. Mes mains tremblantes s'accrochèrent à l'ourlet de son t-shirt, le tirant au-dessus de sa tête, révélant son torse sculpté. Le voir ainsi, tout en muscles et en douceur, me coupa le souffle. Sans un mot, je m'entraînai vers ma chambre. La pièce portait encore l'empreinte d'Édouard, son parfum flottant faiblement dans l'air. J'essayai de l'effacer. J'allumai des bougies, remplissant l'espace d'une nouvelle fragrance, quelque chose qui m'appartenait, quelque chose de frais et de nouveau. C'était un geste simple, mais il me donna l'impression de reprendre le contrôle, de récupérer une part de moi-même que j'avais laissé s'éteindre. Mais aussi fort que je le désirais, je savais que j'avais besoin de plus. J'avais besoin qu'il me prenne, qu'il me fasse revivre, qu'il m'anime à nouveau. Et comme s'il lisait dans mes pensées, il fit exactement cela. Un barrage céda en moi et je me noyais dans la vague de sensations. À cet instant, rien d'autre ne comptait que cette connexion entre nous. C'était comme rentrer chez soi, comme si plus rien d'autre n'existait, comme si nous étions exactement là où nous étions censés être. La nuit se déroula avec une douceur enivrante. Nous nous découvrîmes l'un l'autre comme si nous explorions des terres inconnues.
Et quand enfin nous restâmes allongés, épuisés mais rassasiés, une certitude s'imposa à moi. Peut-être, juste peut-être, avais-je enfin trouvé un moyen de revivre.